ici parce que c'est un acte que nous avons obtenu après le passage de M. Aboubakar Toumba Diakité. Quand j'ai posé la question à M. Cessé Raphaël, parce qu'il connaît bien les signatures de son patron, je lui ai demandé si il reconnaissait la signature de son patron sur cet acte. Il a reconnu ici, devant tout le monde, que c'est bien la signature de M. Aboubakar Toumba Diakité. Monsieur le Président, ce document est authentique. Il est authentique parce que les noms se recoupent. L'adjudant-chef de bataillon Ibrahim Assanou est là, officier de garnison du régiment, lieutenant Yassine Baldé. Tout a été confirmé ici. Et aussi, Monsieur le Président, il est quand même impossible d'être un chef d'État et être son propre garde-corps. Ce n'est pas possible. Ici, vous avez des garde-corps. Le parquet, le greffe, vous avez des garde-corps. À plus forte raison, un chef d'État qui a des lourdes charges, qui doit s'occuper, n'est-ce pas, de la gouvernance des comptes rendus, prendre des décisions, qui doit encore en plus être son propre garde-corps. Ce n'est pas possible. Militairement parlant, ce n'est pas possible. Quand on est commandant d'un régiment, il y a plusieurs tâches. Il y a la planification, le déploiement, beaucoup de choses. Et tout moi-même vous a dit ici que je commettais des tâches. On va vous dire, il n'y a pas de décret. Je suis d'accord. Il n'y a pas de décret. Mais dans les faits, vous avez mérité de la confiance du chef de l'État pour assumer dans les faits les commandants du régiment. Et vous-même, à l'audience ici, vous avez ouvertement, peut-être par oubli, affirmé que les gens, par méconnaissance, ne savaient pas que j'étais le commandant du régiment. Monsieur le Président, lors de son passage, il a dit qu'une fois, et la vidéo existe, nous nous sommes transportés à l'état-major pour discuter du commandement du régiment. En quelle qualité vous vous êtes transporté à l'état-major? Être commandant du régiment, encore une fois, n'est pas un crime. Assumez, on va avancer. Le 3 décembre, quand il parlait du 3 décembre, s'adressant à Makambo, Toumba a dit ceci. Il dit, j'apprends que tu as arrêté tel et tel. Il dit oui. Il lui a posé la question, qui te commande? Qui te commande? Pourtant, Makambo et lui, si j'ai bonne mémoire autant pour moi, les deux avaient pratiquement le même grade. Makambo était du régiment. En vertu de quoi il dit qui te commande? Ça veut dire comment tu peux arrêter ça, me rendre compte. Et c'est le simple aide de camp qui a dit, quand il est venu au salon, dire à Georges que personne ne sorte ici. Il a fait en quelle qualité? À l'époque des faits, il était lieutenant. Pourquoi on l'appelait commandant? Pourquoi on l'appelait commandant? C'est vous qui avez dit ici que quand Marcel a pris les camions pour se rendre au stade, il m'a appelé commandant, commandant. Pourquoi il vous appelait commandant alors que vous n'êtes pas commandant de grade? Être commandant d'un régiment n'est pas une infraction. Vous devez assumer. Sur Guinée News, des interviews recueillies par Moro Amara Kamara, vous avez dit ceci. J'assume les fonctions de commandant de la garde présidentielle et coordinateur du régiment commando de la République de Guinée. Ce n'est pas une infraction, mon commandant. Le même site qui vous a interviewé vous a délivré un trophée en 2022. Monsieur le Président, après le 3 décembre, le commandant Toumba s'est retranché où? Au camp Koundara. S'il n'avait pas une autorité sur ce camp qui relevait du régiment, est-ce qu'il allait s'y retrancher? Les articles de presse publiés suffisent largement. Cela n'est pas une infraction.
En tout cas, ce n'est pas mon travail de vous accabler ici, mais sur cette question qui a beaucoup intéressé le tribunal, il est bon quand même que des précisions soient données. La vidéo existe. Les gens, par inattention, ne savaient pas que j'étais le commandant de la sécurité présidentielle. Vous l'avez dit ici, à la barre. Je parle de Kalea, à présent. Kalea. Parlant de Kalea, on parle de milice. C'est quoi une milice? La milice, c'est la troupe de police supplétive qui remplace ou renforce une armée régulière. Je refuse qu'on parle des miliciens. Je refuse, et je vous dis tout à l'heure pourquoi on ne doit pas parler des miliciens. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, les recrues de Kalea étaient hétérogènes. La preuve, c'est que le commandant Aboubakar Toumba a dit que tous les membres du CNDD ont fourni des quotas. On ne peut pas, dans ces conditions, dire que c'était homogène. Je ne rentrerai pas davantage dans ces débats, au risque d'aller à l'encontre de vos interdits. Les premiers arrivants dans ce camp d'entraînement provenaient de la Haute-Guinée, précisément de Kankan, Sana, village du général Sekouba Konaté. Cela a été reconnu ici par le chef d'état-major général des armées et par le chef d'état-major de l'armée des terres, le colonel ou général Ansouman Kaba. C'est le président. Après le 3 décembre 2009, ces recrues ont été reversées dans l'armée, pendant que le capitaine Moussa Dadis n'était plus aux affaires. Même le général Ibrahim Baldé l'a reconnu ici. Et aujourd'hui, la plupart de ces recrues sont en train de faire la fierté de l'armée guinéenne dans un corps d'élite. On ne peut pas dire que c'était des miliciens à la solde du capitaine Moussa Dadis Camara. Si c'était des miliciens, mais ils seraient tous renvoyés après le 3 décembre 2009. Pourquoi le général Sekouba Konaté les a gardés? Pourquoi le président Alpha Condé les a progressivement incorporés dans l'armée? Si c'était des miliciens, c'est donc la preuve que c'était un recrutement officiel. Et Monsieur le Président, comment un président de la République qui a des tâches lourdes peut s'intéresser à des détails comme ça liés au recrutement? Ce n'est pas le travail d'un chef d'État. Monsieur le Président, cette réalité balaye d'un revers de la main la notion de milicien qu'on veut à tort coller à ces recrues qui sont restés, qui ont été incorporés au moment où le capitaine Moussa Dadis n'était plus là. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, si le recrutement de Kalea était criminel, le général Sekouba Konaté devrait être là aussi pour répondre. Parce qu'au moins, son chef d'état-major, qui est un ami de promotion à lui dans l'armée, le chef d'état-major général des armées, Oumar Sano, le chef d'état-major de l'armée des terres ont tous reconnu que c'est lui qui a fait le recrutement et que les premiers sont venus de son village. Si c'était vraiment criminel, si le parquet voudrait être juste, je pense qu'il devrait commencer d'abord par mettre sur le même banc des accusés ici, le général Sekouba Konaté, contre qui je n'ai rien. Mais j'exprime juste un sentiment d'injustice qui doit être réparé si l'on veut sérieusement parler des recrues de Kalea. Si ce recrutement était criminel, ceux qui sont venus après le capitaine n'allaient jamais les enrôler dans l'armée nationale. Je vais à présent, Monsieur le Président, m'intéresser aux déclarations du commandant Aboubakar Toumba Diakité et de son adjoint Marcel. Dans ce dossier,
les deux ont finalement fait collision pour accuser le capitaine Moussa Dadis Camara. C'est leur droit le plus absolu. Mais ce qu'ils oublient, Samori l'a démontré, leurs déclarations ne valent qu'à titre de simples renseignements. Et les détails que je vais aborder doivent vous amener à ne pas prendre au sérieux toutes les affabulations qu'ils ont formulées ici contre la personne du capitaine Moussa Dadis Camara. Il est acquis au débat, et je viens de le démontrer, que Toumba était le commandant du régiment, Marcel son adjoint. C'est le 3 décembre qu'il les a séparés. Je ne veux pas rappeler de la lettre, je ne veux pas rappeler la lettre autant pour moi que Toumba a adressée à lui quand il est venu à la maison centrale après avoir été extradé en Guinée. Quand il lui disait, tu aurais dû accepter qu'on fasse le coup d'État pour que je te nomme ministre de la Défense. Monsieur le Président, sérieusement, quelqu'un qui a tenté de vous assassiner, il y a quoi de pire que ça? Quelqu'un qui a tenté de vous ôter la vie, qu'est-ce qu'il ne peut pas dire de vous? S'il a échoué de mettre fin à vos jours, qu'est-ce qu'il ne peut pas venir raconter ici? N'est-ce pas une manière d'achever son projet qu'il a voulu mettre en œuvre le 3 décembre 2009? N'est-ce pas injuste de mettre en face à face Toumba face au capitaine et prendre au sérieux ce que ce dernier va dire et ce que celui-ci va dire contre le capitaine? Monsieur le Président, je pense que cette question doit vous intéresser dans le secret de votre délibération. Dans ce dossier, en prélude à la prise de parole de M. Marcel, nous avons été informés d'une tentative de chantage. Marcel a réclamé 300 millions et une villa au capitaine Moussa Dadis Camara pour lui dire, tu me remets ça ou je viens te charger. J'ai tout perdu dans cette affaire. Tu dois me dédommager, comme si c'est lui qui est responsable de ce qui lui est arrivé. Le capitaine dit, mais Marcel, pourquoi je dois te faire ça? Même si j'avais les moyens de le faire, ce n'est pas par cette façon de faire. Je ne suis pas tenu de le faire. Nous avions été approchés, nous les conseils, de ces menaces. Nous avons dit au président de garder sa sérénité et que ce tribunal est mis en œuvre par des hommes bien réfléchis. Libre cours à lui de venir changer ce qu'il a dit, ça serait à ses risques et périls. Il a changé, il a complètement épousé tout ce que le commandant Toumba a dit contre le capitaine, mais réfuté ce que le commandant Toumba a dit sur lui. D'un côté, si c'est contre le capitaine Moussa Dadis, il dit que c'est vrai. Mais de l'autre côté, si c'est contre lui, il dit non, ce n'est pas vrai. Où est le sérieux dans ça? Les deux qui ne se parlaient plus ont fini par se réconcilier. Même le style vestimentaire est devenu la même chose. C'est lui qui dit, Marcel, les deux n'ont pas les mêmes étoiles. Cette expression a été employée ici par Toumba. C'est lui qui dit qu'on m'a peint en noir. Cette expression a été employée ici par Toumba. Il est venu lire un long discours. Vous connaissez le niveau intellectuel de Marcel que je ne minimise pas. Mais vous pensez qu'un tel discours peut émaner de lui, même s'il soutient ici avoir un doctorat à vie? Monsieur le Président, il y a une chose qui a attiré mon attention
Et ça a été dit ici, je pense que Marcel ne me contestera pas. Le commandant Toumba et moi sommes rentrés au stade en même temps et nous sommes retournés en même temps au camp. Ça a été dit ici. Personnellement, j'ai choisi de ne pas poser des questions au commandant Marcel, au capitaine Marcel. Je l'ai fait d'ailleurs d'abord pour des questions personnelles et je l'ai également fait parce que le président Moussa Dadis m'en a fait la demande pour dire, maître, ce n'est pas la peine de répondre. Monsieur le Président, maître Sidiki Berete a dit quelque chose. Ça a paru banal, ridicule. Ce n'est pas injurieux, mais il faut prendre cela au sérieux. Il y a au dossier des documents médicaux qu'il faut examiner avec beaucoup de précautions. Marcel, il faut avoir le courage de dire, est victime d'une détention abusive. La prison n'est pas l'ami de quelqu'un, comme certains aiment le dire. Marcel est en détention depuis 2010. S'il avait saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour demander la sanction de la violation de ses droits, cette Cour aurait aujourd'hui ordonné la remise en liberté du capitaine Marcel. Il n'y a pas de raison qu'il reste en détention 14 ans sans être situé sur son sort. Rester en détention pendant 14 ans, ce n'est pas facile. On vous a parlé d'une dépression mentale dont il a été victime à un moment. Parce qu'il n'en supportait plus. Il faut prendre cela en considération. C'est son avocat qui l'a dit. Alors, quand on dit quelque chose et qu'on varie de cette manière, il faut prendre cela en compte dans le secret de votre délibération. Cela peut, à mon avis, rendre Marcel vulnérable au point de se faire manipuler à souhait par ceux qui veulent atteindre le capitaine Moussa Dadis Camara. Marcel a été manipulé. Malheureusement, il a été manipulé. Il vous a dit, Monsieur le Président, partout où Toumba est, je suis là-bas. Ça veut dire beaucoup de choses. Monsieur le Président, je vais à présent aborder spécifiquement et techniquement la complicité. La complicité est définie avec ses éléments aux articles 19 et 20 du Code pénal. Je vais à présent m'intéresser de manière très rapide à ces trois éléments constitutifs, à savoir le fait principal punissable, les actes de complicité et l'élément moral. Le premier élément, le fait principal punissable. Nous savons tous que tous les crimes et délits sont en principe punissables de complicité. Tous les crimes et délits sont en principe punissables de complicité. Les actes de complicité prévus par la loi. Il convient, n'est-ce pas, de souligner que les actes de complicité sont fixés à l'article 20 de façon limitative. On n'a pas dit notamment. On a cité limitativement les actes de complicité à l'article 20. La complicité suppose un acte positif. Les actes de complicité prévus par la loi sont tous des actes positifs. Si bien que la complicité par abstention est à ce titre impunissable. Tout ce qu'on a reproché ici au capitaine, qui n'est d'ailleurs pas fondé, ce sont des omissions, des abstentions. Or, nous parlons ici, n'est-ce pas, des infractions d'action. L'aide ou l'assistance
doit être antérieur ou concomitant au fait principal punissable. En se référant à ces différentes vidéos qui ont été projetées ici, en disant qu'il est complice parce qu'il a déclaré, en disant, ils ont envoyé les manifestants à la boucherie. Il a organisé un point de presse dans un hôtel de la place pour rejeter la responsabilité sur les leaders politiques. Est-ce que ce sont des actes antérieurs et concomitants aux faits criminels et délictuels poursuivis? La réponse, elle est négative. La complicité, c'est bien de l'évoquer, mais il faut la démontrer et la prouver. Et c'est là-bas la faiblesse de l'accusation. En lieu et place des preuves, le camp d'en face, spécifiquement les parties civiles, se sont versés dans des déductions, des suppositions, des méditations pour finalement inonder ce prétoire par des larmes de capitulation. Monsieur le Président, le président est poursuivi pour complicité d'assassinat et meurtre. Qui sont les meurtriers ou assassins auxquels le capitaine Moussa Dadis Camara aurait apporté aide, assistance, moyens pour perpétrer ces forfaitures? Qui? Donnez-nous, monsieur le procureur, monsieur les procureurs, monsieur des parties civiles, l'identité et le nom des recrues de Kalea auxquels le capitaine Moussa Dadis Camara a apporté aide, assistance, moyens pour perpétrer ces crimes. Le parquet et la partie civile en ont été incapables. Pour le cas de viol, c'est identique. Monsieur le Président, pour le cas de la torture, vous n'êtes pas sans savoir que la torture en 2009 n'était pas incriminée dans notre code pénal. La torture était définie dans une convention internationale qu'on appelle la Convention des Nations Unies contre la torture, les traitements inhumains ou dégradants. Mais elle n'était pas réprimée. C'est avec le Code pénal de 2016 que la torture a été incriminée. Comment pouvez-vous faire rétroagir cette loi? J'en ai parlé et je n'y reviendrai pas. Monsieur le Président, qui sont les tortionnaires auxquels le capitaine a donné des ordres ou des instructions de se comporter de la sorte? On n'a pas été en mesure de vous rapporter cette preuve. Sur la complicité de séquestration des manifestants, quels sont les prénoms et noms des personnes dont la séquestration aurait été ordonnée par le capitaine Moussa Dadis Camara? Quelles sont les preuves de l'assistance ou de l'aide que le capitaine aurait apporté à ceux qui se seraient livrés à cette pratique? Monsieur le Président, je vais un peu plus vite aborder une question qui me choque. C'est la question de vol à main armée. On dit que le capitaine Moussa Dadis est complice de vol à main armée. Je dois vous dire, et ce n'est un secret pour personne, que le capitaine Moussa Dadis Camara, à l'époque, chef de l'État, avait un budget de souveraineté à sa portée. C'est quand même irrespectueux et même méprisant de dire que cet homme a donné des moyens, des ordres à des personnes d'aller perpétrer des vols à main armée. Ne lui faites pas l'affront de le rabaisser jusqu'à ce niveau. Le capitaine Moussa Dadis ici a eu l'opportunité d'empocher la somme de 22 millions de dollars qu'on lui a proposé gratuitement. Dans la confidentialité, il a refusé. Les traces existent à la Banque centrale. Quand ce montant a été évoqué ici, des poursuites même ont été engagées. On ne sait où, à quel niveau se trouve cette procédure aujourd'hui. Alors, accuser une telle personne de vol à main armée, pour moi,
c'est rabaisser la République. Monsieur le Président, mes talentueux et brillants confrères ont déjà abordé de façon spécifique presque toutes ces infractions et vous êtes d'accord avec moi qu'aucune preuve n'a été étayée pour les soutenir. Hier, mon confrère Samouri vous a cité des propos du président Kouno Tarfuseur qui a présidé l'audience à la Cour pénale internationale dans le cadre du procès Laurent Gbagbo. Je vais y revenir, Monsieur le Président, parce qu'on est en train de vous dire qu'il est coupable parce qu'il était le chef de l'État, il est coupable parce qu'il n'a pas respecté sa promesse, il est coupable parce qu'il aurait tenu des réunions pour planifier et exécuter les crimes qu'on est en train de poursuivre. Le président Kouno Tarfuseur a déclaré ceci. Il n'est pas du tout un procès à la Côte d'Ivoire, ou même au peuple ivoirien, mais à deux personnes physiques qui sont accusées par le bureau du procureur des crimes. La tâche de cette chambre est de vérifier, sur la base des preuves que des parties et les participants soumettront à la Chambre pour son évaluation. Si les charges formulées par le bureau du procureur sont fondées ou pas, je peux assurer tout le monde, aussi de la part de mes collègues, que la Chambre évaluera toutes les preuves en toute impartialité et en toute conscience et sera guidée uniquement par la loi. Et que la Chambre ne permettra pas l'instrumentalisation aux fins politiques de ce procès. Le procès est maintenant ouvert. Il a, par cette déclaration, exprimé des valeurs du droit à un procès équitable qui s'imposent à cette procédure. Ce sont des valeurs qui, pour nous, doivent guider votre démarche, Monsieur le Président, honorable assesseur. Il est à ce stade déplorable de constater que l'attitude des partis civils et du parquet se sont davantage illustrées dans une logique politique et partisane en reprenant à leur compte les éléments de langage des leaders des forces vives d'alors. Selon les partis civils et le ministère public, le président aurait renoncé à son engagement. Monsieur le Président, on reproche beaucoup de choses au président Moussa Dadis Camara, mais dans cette affaire, le même juge a relevé ceci. C'est une chose d'interdire une marche et de donner des instructions pour que cette interdiction soit respectée. Et c'en est une autre que de réprimer violemment une marche. S'il existe effectivement des preuves de ce que le haut commandement des forces de défense et de sécurité avait été informé de ce que l'opposition planifiait de faire organiser une marche qui était interdite et que des réunions étaient tenues entre le président Gbagbo et des responsables militaires, cela ne constitue pas pour autant la preuve d'une répression par tous les moyens. Le même juge, d'ailleurs c'est le juge Anderson cette fois-ci qui parle de la CPI, dit ceci. La majorité a acquitté M. Gbagbo et Blé Goudé parce que la manière dont le procureur a décrit leurs actions et omissions, d'un point de vue juridique, ne pouvait être soutenue par des preuves. C'est ce que vous allez faire, Monsieur le Président, honorable assesseur. Dans ce dossier, les partis civils et le ministère public ont laissé plus de place à l'émotion qu'à la raison. Ils ont malheureusement voulu d'emblée se saisir de la crise politique qui prévalait à l'époque pour se verser dans la manipulation. À ce sujet, Monsieur le Président, honorables assesseurs, je suis en train de tendre vers la fin, le juge Anderson rappelle pour autant
le rôle du professionnel du droit en disant ceci. À une époque où les extraits sonores et les fausses nouvelles dominent le discours public, souvent au détriment de la nuance et d'un raisonnement solide, il est important pour la magistrature de maintenir et de promouvoir certaines normes minimales de rationalité et de transparence. Monsieur le Président, on a entendu beaucoup de choses. Après le 28 septembre 2009, on a même pris des images du Rwanda, du Kenya, pour dire que c'est ce qui s'est passé le 28 septembre, pour manipuler l'opinion, remonter l'opinion contre le capitaine Moussa Dadis Camara. Mais vous avez ici en face de vous un homme qui a fait preuve de bonne foi à tous les niveaux. Monsieur le Président, honorables assesseurs, Marcel Pagnol a dit ceci. Si on jugeait sur les apparences, personne n'aurait jamais voulu manger un oursin. Le président Moussa Dadis a été diabolisé par la presse nationale et internationale. On l'a présenté comme un démon, un dictateur. Même à l'ouverture de ce procès, un média français très reconnu, France 24, l'a présenté comme étant un dictateur. Après tout ce qu'on a entendu dans ces débats, après avoir examiné tous les éléments, toutes les pièces de ce dossier, vous allez blanchir cet honnête homme d'État en creusant un peu pour le connaître davantage. Un monsieur généreux, tolérant, qui est incapable de faire du mal même à une mouche. Il est certes d'un tempérament impulsif, mais pour tous ceux qui connaissent les hommes, savent que les hommes de tempérament impulsif sont des hommes sincères. Ils sont allergiques à l'injustice. Ils n'aiment pas l'injustice. Je suis impulsif. Monsieur le Président, à la fin des réquisitions de M. Sidiki, et ça m'a marqué, il a pleuré. Ça m'a amené à m'intéresser au statut des magistrats. Ça m'a amené à me poser la question si les magistrats du parquet prêtent les mêmes serments que les magistrats de siège. Après avoir compulsé la loi organique portant statut des magistrats, je me suis rendu compte que vous prêtez le même serment dont la teneur suit. Et cette formule est posée à l'article 13 de cette loi qui dit ceci. Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de magistrat et de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne pas donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence des juridictions et d'observer en toute la réserve, l'honneur et la dignité de ce que et de me comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. L'article 16 de la même loi dit ceci. Les magistrats, dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Et l'article 18 enchaîne. L'indépendance, l'impartialité et l'intégrité impliquent pour le magistrat le devoir de probité, de loyauté, de respect de la loi et de la protection de la dignité et des libertés individuelles. Je sais que la même loi consacre aussi la subordination, mais cette subordination s'exerce dans la science, dans l'objectivité. Venir ici inonder ce prétoire avec des larmes, c'est la preuve que c'est le cœur qui a raisonné et non la science. Et pourtant, le cœur ne raisonne pas. Le cœur ne raisonne pas, le cœur agit. Vous avez agi sans raisonner, monsieur le procureur. Un juriste qui taille sur mesure et un juriste qui raisonne par la science
ne peuvent jamais conjuguer le même verbe. C'est la preuve, Monsieur le Président, que la défense et la partie civile, y compris le ministère public, ne pourront jamais s'entendre, parce que c'est des tailleurs. Ils taillent sur mesure cette procédure. C'est la preuve, Monsieur le Président, que le ministère public a épousé la cause d'une partie qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève et n'était témoin des faits pour lesquels il a pleuré ici. Le ministère public a manqué à son rôle de représentant du ministère public. Souvenez-vous, Monsieur le Président, c'est le même ministère public, je le rappelle encore et je le réitère, qui a pleuré ici, qui souriait, tout joyeux, quand il cherchait à savoir comment Makambo est mort. Monsieur le Président, Caetano Filangeri disait ceci: tout ce qui tend devant un tribunal à émouvoir la pitié des juges devrait être rigoureusement interdit aux défenseurs comme aux coupables. La pitié n'est que justice amputée, disait Khalil Gibran. Pleurer pour le cas d'une victime vous écœure. Mais, Monsieur le procureur, avez-vous vécu le fait avec cette victime? Avez-vous des preuves indiscutables de ce qu'elle a dit? Monsieur le Président, comme j'aime le dire, ce ne sont pas des paroles d'évangile. Un préjugé est une injustice dans le jugement, disait un penseur. Omnibulé par des préjugés, le parquet et la partie civile n'ont fourni aucun effort pour convaincre le tribunal de la culpabilité de l'homme que nous défendons. Aveuglé par des préjugés, le ministère public n'a pu obtenir aucune preuve contre le capitaine Moussa Dadis Camara, mais veut à tout prix, vaille que vaille, obtenir sa condamnation. Monsieur le Président, au regard de ce qui précède, il est évident que l'accusation a par émotion, passion, acharnement, taillé son discours sur mesure. Et la défense, ici, par la science, avant moi, après moi, n'est-ce pas, apporter la démonstration par la science, le droit, plaider l'acquittement. Monsieur le Président, de quel côté le tribunal doit s'incliner? En tout état de cause, tout, sauf un tribunal dont le jugement à intervenir sera taillé sur mesure. Sinon, pour les 7 années à venir, vous aurez beaucoup de choses à faire. Une condamnation à l'endroit du capitaine Moussa Dadis Camara ferait inéluctablement les autorités actuelles des prisonniers de demain. Pensez-y. C'est pourquoi, sur l'action civile, nous vous prions, Monsieur le Président, honorable assesseur, de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et l'Association des victimes et parents des victimes du 28 septembre 2009. Sur l'action publique, sur la requalification, constatez que les questions liées à la requalification de faits poursuivis en crime contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale contenues dans les dispositions des articles 194, 195, 196, 197, 198, 199 du Code pénal, 7, 25, 28, 29 et 30 du statut de Rome sous la Cour pénale internationale de 1998 ont été définitivement jugés par l'arrêt numéro 6 du 25 juin 2019. Déclaré en conséquence irrecevable les réquisitions aux fins de requalification du ministère public en date du 1er mars 2024. Constater que la loi du 26 octobre 2016 est postérieure aux faits poursuivis. Constater que le ministère public n'a jamais exercé de recours contre l'ordonnance de règlement. Dire et juger que les crimes contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale visées par le ministère public n'étaient pas intégrés dans l'arsenal juridique du droit positif guinéen à l'époque des faits.
Constatez, Monsieur le Président, honorables assesseurs, que le capitaine Moussa Dadis Camara n'a jamais été mis en demeure de se défendre sur les nouvelles qualifications envisagées. Par conséquent, rejeter comme mal fondées les réquisitions aux fins de requalification et les plaidoiries tendant à la requalification. Monsieur le Président, sur les infractions débattues, constatez la prescription des infractions délictuelles poursuivies, déclaré non coupable le capitaine Moussa Dadis Camara, des chefs d'infraction poursuivis, prononcer son acquittement pur et simple. Renvoyer la partie civile et le ministère public à mieux se pourvoir, mettre les frais et dépenses à leur charge. Monsieur le Président, valeureux assesseurs, ce procès, je le disais tantôt, est l'un des grands événements du siècle. Votre décision est attendue, largement attendue d'ailleurs. Le 28 septembre 2009, des Guinéens sont morts. Bon, si on sera obligé alors de vous interrompre, parce qu'il est, Monsieur le 18 heures passées. Oui, je finis dans voilà, 5 minutes. Compte tenu de... Dans 5 minutes, je peux finir, Monsieur le Président. Parce qu'il y a la maison centrale qui nous harcèle. Oui, mais sauf que je suis on à la vous a fin. laissé, on vous a donné 1 heure. On devait arrêter à 17 heures. On vous a donné 1 heure pour ne pas vous interrompre. Mais si vous devez continuer pour ne pas vous interrompre, on sera obligé. J'étais en train de clôturer ma plaidoirie, Monsieur le Président. On ne le sait pas hein, si vous êtes en train de clôturer. C'est moi pourquoi qui j'ai vous dit dis. on vous a donné toute 1 heure pour Oui. voir. Monsieur le Président, si le tribunal n'est pas disposé à m'accorder ce petit temps, je peux m'en remettre à votre sagesse, mais je suis en train de vous dire que je suis en train de conclure mes plaidoiries. Mais si le tribunal n'est pas dans de bonnes dispositions... Le tribunal est dans de très bonnes dispositions. Je vous l'ai rappelé, maître. Alors vous savez vous savez ça, on arrête à 17h00. Je vous comprends, mais je suis en train de conclure. S'il vous plaît, on arrête à 17h00, vous le savez. Mais aujourd'hui, on est parti jusqu'à 18h à cause de vous. Écoutez-moi, simplement. Écoutez-moi. Ce n'est pas une polémique. On a l'habitude d'arrêter à 17h. Aujourd'hui, on est allé jusqu'à 18h pour vous. C'est pour vous dire que le tribunal est vraiment disposé à vous écouter. Mais il y a des contraintes, vous le savez également. Donc, si vous me dites que vous devez finir, il n'y a pas de problème, on va vous suivre. Oui. Voilà. Je suis en train de finir. Allez-y alors. Monsieur le Président. Des Guinéens sont morts le 28 septembre 2009. Il faut retrouver les responsables dans la vérité des faits et non dans l'injustice et l'humiliation. Le 4 novembre 2023, la vie du capitaine a été mise en danger. Nos autorités, sans aucune compassion, ont préféré le qualifier de fugitif. Ils l'ont, avec d'autres accusés, filmé et fait passer à la télévision nationale. Monsieur le Président, des procédures ont été engagées par la suite. Monsieur le Président, je vais m'adresser à vous en ces termes pour conclure mon propos. Le peuple de Guinée vous regarde. Le monde entier vous regarde. Au-delà de cette salle, tout le monde est témoin des débats qui sont déroulés ici. On attend de vous le droit, la justice, la vérité juridique. Commettre l'injustice est pire que de la subir, disait un penseur. La justice a trop péché dans ce pays. Elle a souvent été instrumentalisée quand elle a choisi de renoncer à ses valeurs pour servir des intérêts politiques. Quand la politique rentre par la porte, le droit s'enfuit par la fenêtre, disait le bâtonnier Mohamed Traoré. J'espère, Monsieur le Président, que le tribunal de ce siège ne sera pas la bouche, ne sera que la bouche du droit, et non un instrument de règlement de compte contre l'homme que nous sommes en train de défendre. La roue de l'histoire tourne et elle tournera. Les hommes forts d'aujourd'hui sont les hommes faibles. Les hommes forts d'hier, autant pour moi, sont les hommes faibles d'aujourd'hui. Les hommes faibles d'aujourd'hui peuvent être des hommes forts de demain. Nous venons de sortir d'un régime qui en est une véritable démonstration. La justice doit rester elle-même. La justice ne doit pas faire le sale boulot.
Monsieur le Président, il me semble d'ailleurs que c'est une raison qui a justifié le 5 septembre. Ces réquisitions bâties sur des contre-vérités grossières nous ont exposés à des interpellations. Mais vous dites quoi? Vous vous fatiguez. La décision est déjà dite, le parquet a décidé. Simplement parce qu'ils sont sur la même table que vous et portent les mêmes robes que vous. Le président Moussa Traoré du Mali disait ceci: l'indépendance du juge n'est pas dans les textes, mais dans la valeur morale du magistrat lui-même, dans sa probité, dans sa compétence, dans sa conscience professionnelle. J'espère que vous le serez. Nous avons un peuple admirable, capable d'accepter tous les sacrifices, pourvu que ceux-ci soient équitablement répartis. Ce qui peut le décourager, le démobiliser, le révolter, c'est l'injustice. Faites donc en sorte que tous ceux qui sortiront de nos palais de justice, après une sentence, disent « justice a été rendue ». Quand on a péché par injustice, il ne suffit pas de souffrir justement, il faut souffrir l'injustice. Simon Weil disait: je ne veux pas vous voir souffrir dans l'injustice. Monsieur le Président, honorables assesseurs, ne faites pas comme le ministère public qui a donné une autre coloration à ces débats. Jacques Nteka Bokolo affirmait: une justice politique a toujours sa calculatrice et son horloge bien réglée dans l'esprit. Ces réquisitions sont tout sauf du droit. Condamner pour condamner, puis gracier pour des questions de réconciliation politique sont inacceptables de notre côté. Il faut juger dans la justice. Pensez-y, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorables assesseurs, acquittez le capitaine Moussa Dadis Camara, victime de sa loyauté et de sa sincérité pour notre chère patrie. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, j'ai dit. Vous pouvez rejoindre le box.